chanteront le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, ce qui fait rire Jean aux éclats. Il faut dire qu'il descend de la montagne et qu'il en a sans cheval, qu'il a laissé là-haut une partie de son encéphale. Une grande partie. Alors donc c'est à Racaille, oui. On a un petit jeu ce matin. Celui qui se rappelle, qui peut dire quel est le numéro de cette émission, au-delà de 70. Il peut téléphoner au 01 43 71 89 40 et ainsi on pourra vérifier si notre auditeur ou notre auditrice unique mais exemplaire écoute réellement cette émission. Sinon on est mal. Avec toujours, comment dirais-je, je m'en souviens plus, dans le studio, à la technique. Merci. Maïté, non mais enfin Maïté. non mais c'est de l'humour. Non mais parce que c'est de l'humour. Je veux bien croire qu'on soit arrêté de moi, mais enfin bon. Oui, non mais toi tu pouvais t'oxygéner les neurones à 2000 mètres d'altitude. Nous on était au niveau de la mer à Paris et c'est-à-dire que ça bouffe de la cervelle tant que ça peut. Bien, avec Jean qui aujourd'hui a oublié sa casquette de Raymond Lascience sur la montagne. Il a laissé pas mal de choses là-haut, d'ailleurs. Oh, j'ai tout zappé, hein, je veux dire. 2 mois sans la moindre information, totalement déconnecté. Dit-il hilar. Ouais. Pendant que nous, on se cognait toutes les turpitudes. toutes les nouvelles horribles depuis le discours de Grenoble et ses séquelles. Ouais, bah, d'ailleurs, on va pas forcément revenir sur les pitreries démagos sécuritaires et nauséabondes du pantin, je sais pas comment on peut l'appeler, ça frise vraiment là,
On croyait avoir touché le fond, on en est loin. Hein. Du petit Goebbels de l'Élysée. Absolument, de celui qui s'imagine nous gouverner. Mais on va quand même dédier cette émission à tous les Romanichels, les vagabonds, les gueux, les réprouvés, les métèques, à qui on pourra encore la dédier. Oh à tous les cutéreux, tous les exilés, les expatriés, les clandestins rapatriés, tous les convois d'Air France direction le Mali, voilà, enfin il y a à dire. Aux 10 000 policiers en moins. Vive la sécurité. Bon, il sera quand même un petit peu question d'art. Tout à l'heure, on va dire que le thème, ce sera regarder et voir, mais je vous lirai tout à l'heure un extrait d'un texte de Daniel Arras. On avait déjà parlé de Daniel Arras pour Histoire de peinture il y a quelques mois de ça, mais je vais surtout vous raconter, en fait, ce sera le fil conducteur de notre émission. Je vais vous raconter une histoire de gueux, de réprouvés, de vagabonds. Par épisode, on fera ça peut-être en 3 fois. C'est Jean qui le fera 3 fois. Une histoire, j'avais beau être déconnecté de tout, je suis quand même passé dans le Gard un moment entre 2 séjours à la montagne cet été, et je suis tombé sur un numéro du Midi Libre, enfin je vous raconterai ça tout à l'heure. Une de ces nombreuses résidences secondaires. On commence avec Yves Montand. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Enfin, si vous l'entendez, sans Dieu, sans maître et sans publicité, on lance un appel, un cri déchirant à notre auditrice. Si elle nous entend, qu'elle ait la gentillesse de nous téléphoner au 01 43 71 89 40. Je répète, 01 43 71 89 40.
parce que on a dans la régie, Maïté semble un petit peu perdue. Elle n'a pas de retour le retour habituel qu'elle devrait avoir si l'émission était bien, passait bien dans vos oreilles. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un nous entend, qu'il nous le dise. Merci. Oui, parce qu'on n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude que notre blabla quand même. Là, je ne sais pas si vous imaginez ce que vous perdez. Et une rentrée aussi éblouissante quand même. Bien, Jean. Absolument. Et bon, je passerai peut-être plutôt le texte de Daniel Arras en fin d'émission, en fait, parce que c'est quand même assez décalé avec l'histoire que je vais vous raconter, qui est l'histoire de Paul Roussinck, originaire de Saint-Gilles, dans le Gard, et qui a fui en fait sa ville de Saint-Gilles en 1903, alors qu'il était âgé de 16 ans. Hein. Quand je dis qu'il a fui sa ville de Saint-Gilles, c'est aussi la misère qui régnait dans cette ville pour vagabonder sur les routes de France. Et justement, cette activité, le vagabondage, était rigoureusement interdit. Arrêté à Chambéry, excusez-nous, il y a un retour, je sais pas, c'est peut-être bon signe, oui. Arrêté à Chambéry, pour vagabondage donc, alors qu'il est âgé de 16 ans, hein, il est condamné à 2 mois de prison et fait alors appel. Est-ce un crime de n'avoir pas un sou et de chercher du travail, demande-t-il. Réponse, 3 mois ferme. Ouais. C'est terrible, hein, l'histoire que je vais vous raconter, parce qu'il y a des... Oui, c'est bon, on nous dit que... Merci à l'auditeur ou à l'auditrice qui a appelé pour confirmer que vous nous entendiez bien. Voilà, je reprends avec Paul Roussinck. Hein. Donc, réponse, 3 mois ferme. Furieux, il jette un quignon de pain au visage du procureur, 5 ans ferme. La peine de 3 mois est transformée en 5 ans de prison. Voilà. Il va purger sa peine, en fait, jusqu'au dernier jour. Hein. Il va faire les 5 ans entiers pour le jet d'un quignon de pain au visage d'un connard, hein, à la centrale de Clairvaux. Oh. Puis, il est envoyé donc en 1908. Hein, je vous rappelle, il a été arrêté pour vagabondage en 1903. Il n'a rien commis, cet homme. Hein. Il n'a commis aucun délit. Hein. C'est un peu un petit peu la jeunesse des Misérables, avec... Absolument. Il est envoyé donc en 1908, dès sa sortie de prison, faire son service militaire dans un bataillon disciplinaire en Tunisie. À Tataouine. Grande gueule. Et Anard, ça fait beaucoup. Hein. Il colle des affiches antimilitaristes à la caserne. Oui, il faut le faire déjà. Bonne idée. Et se retrouve au placard. Vous pouvez imaginer ce que c'était, le placard d'un bataillon disciplinaire. Oh là. À Tataouine, tu sais, les cellules de l'armée française dans les années 60, c'était quand même un bas-flanc en bois. Tu pouvais pas te tenir debout dans la cellule et t'étais dans le noir toute la journée. En 1960. Ah, imagine en 1908. Et alors, on imagine hein, la révolte qui gronde. Il y brûle son uniforme et passe en conseil de guerre. Sanction. 20 ans de bagne. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'a toujours rien fait, hein. Rien commis réellement de délit. Pas de crime, quoi. Ben non, aucun crime. Même pas voler une poule, comme tous ces Roms qu'on expulse actuellement dans des municipalités de gauche comme de droite. Hein. Oh oui, l'union sacrée, là. Il a 22 ans lorsqu'il arrive à Cayenne en bateau. Il est parti, donc il avait 16 ans. Hein. Il est parti sur les routes, il avait 16 ans, avec 600 autres condamnés. Pendant la traversée, 11 meurent. Les conditions étaient effroyables. Hein, comme sur les bateaux négriers, quoi. Oui, exactement. Ils terminèrent leur peine avant de la voir commencer, note-t-il dans son journal. Sitôt arrivé, Paul Roussinck se lance dans un combat qu'on peut vraiment qualifier d'inégal, de totalement disproportionné, contre l'administration pénitentiaire. Ses armes, une bombe, non, un crayon, du papier,
et des lettres de protestation qu'il adresse par dizaines aux ministres des colonies et au gouverneur de Cayenne. Il y dénonce l'absence de mouchoirs, les portions alimentaires trop congrues et toutes les violations des lois et règlements qu'il constate. S'il est un pénitencier dans la colonie où tout marche de travers, c'est bien celui des îles du Salut. On pense qu'on appelait ça comme ça, c'est humour noir. Les lois, décrets et règlements y sont foulés avec une parfaite désinvolture, écrit-il le 23 novembre 1919 au gouverneur de Guyane. Voilà, je vous raconte tout à l'heure la suite des aventures ou mésaventures de Paul Roussin, qui tient un espèce en fait de record, mais vous reverrez ça tout à l'heure. Il a battu en fait tous les records. Ce Paul Roussin, c'est lui qui a passé le plus de temps au cachot de toute l'histoire de la déportation. 4119 jours, 11 ans de mitard, pour punir un homme coupable de vagabondage. Voilà. Musique.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, nous devisions avec mon camarade Jean sur les mérites comparés de Marius Alexandre Jacob et de Paul Roussinck, deux anards qui ont payé un lourd tribut au bagne. Et alors, si je peux vous raconter, on va continuer avec la vie infernale, on peut dire, de Paul Roussinck. Si je peux vous raconter cette histoire, c'est non seulement parce qu'il a laissé un récit de ces années de bagne. Je vous donnerai les références tout à l'heure parce qu'on peut trouver ce récit, mais aussi parce que l'administration pénitentiaire a l'immense avantage d'avoir toujours été très, disons, paperassière, je sais pas comment on peut dire ça. Non, tout à fait. Et donc qu'il y a des tas de traces qui corroborent en fait le récit de Paul Roussinck. C'est pas papillon, comme on dit. Et toutes les lettres qu'il a envoyées à l'administration devaient être gardées, normalement. Ont été gardées, et puis il a en fait un livret. En fait, le parcours des bagnards et toutes les étapes de leur vie carcérale faisait l'objet de multiples rapports, documents et dossiers. Alors, par exemple, le passage en conseil de guerre de Roussinck en Tunisie a été l'occasion de dresser une fiche très détaillée du condamné, avec relevé d'empreintes digitales et description anthropométrique très poussée. Autre exemple, ce livret du forçat dans lequel était notée sa situation pénale, mais aussi les effets d'habillement et de couchage délivrés, je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement pour l'administration, et les sommes dont il disposait à la caisse de l'établissement pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire. Alors, autre moyen d'action en fait pour Paul Roussinck, les outrages, les tentatives d'évasion, le refus de travailler, parce qu'en plus il fallait qu'il bosse, face à cette forte tête, la machine pénitentiaire réplique. Les punitions pleuvent, les jours de cachot aussi. En 1928, il a écopé de 4118 jours de mitard. Soit 11 ans et 3 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à passer dans un réduit privé de lumière. Le mitard, je précise que c'est le cachot du cachot, pour ceux qui auraient des doutes. Dans le même temps, 9 ans de prison supplémentaires lui ont été infligés par le tribunal maritime spécial. Depuis son arrivée au bagne, ça je note, ce qu'écrit un commissaire quelconque dans un bureau quelconque, depuis son arrivée au bagne, il n'a pas varié sa manière de faire. Il est irréductible, le vilain. Les sanctions disciplinaires n'ont pas d'action sur lui. Voilà. Relève un rapport écrit par un commissaire du 2e bureau. En 1923, le journaliste Albert Londres, qui est un peu le pape du journalisme itinérant de reportage pour ceux qui connaissent, réalise un reportage à Cayenne. Il rencontre Roussinck dans son cachot. Je cite Roussinck, dont les propos ont donc été rapportés par Albert Londres. « Je ne peux plus me souffrir moi-même. Le bagne est entré en moi. Je ne suis plus un homme, je suis un bagne. » Lui dit-il. 7 ans plus tard, usé, cassé, fatigué de lutter, Paul Roussinck, partiellement gracié par le président Paul Doumer, merci Paul Doumer, est libéré. Grâce à une campagne du Secours Rouge pour les vieux de la vieille, comme Robert et moi, je voudrais pas dire Maïté, je rappelle que c'était une organisation communiste de secours. Il gagne en 1933 Saint-Gilles, où sa mère est morte 1 an plus tôt. Il a 47 ans. C'est comme si je m'étais couché, je le cite à nouveau, c'est comme si je m'étais couché adolescent et qu'après une nuit de cauchemar, je me sois réveillé vieillard. Voilà, allez, la 3e partie du récit, de la vie de Paul Roussinck, après un petit morceau de zik.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix qui va peut-être s'éteindre avant la fin de l'émission à ce rythme-là. Je dois dire que entre les récits pittoresques et pleins d'optimisme de gens, les musiques qui ne sont pas moi, là je commence à perdre pied. Eh bien, oui, non, c'est cette phrase de cet homme, Paul Roussin, qui dit « Je suis maintenant, je suis le bagne », quoi. Et c'est aussi cette phrase « Je me suis endormi adolescent, je me réveille adulte », enfin... C'est vrai que moi j'imagine assez bien un cauchemar, tu vois, de cette nature. Enfin, là, on est un peu dans le fantastique, un petit peu dans, mais ouais, moi, ça me bouleverse vachement. Enfin, bon, bref, je vais pas pleurer tout de suite. J'attendrai la pause musicale que je subodore encore très guette. C'est curieux, hein, je sais pas qui dirige maintenant le Midi Libre, ou enfin en tout cas c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, chaque lundi tout l'été ils ont publié comme ça dans une espèce de feuilleton la vie des grandes figures de la révolte en Midi. Ah ben ils ont dû parler des camisards alors. Absolument, mais j'ai pas, moi je suis passé, si tu veux, juste ah ben moi c'est très bien. Ce jour-là, c'était juste avant de remonter dans ma montagne, je suis tombé sur cet article. Bon, voilà, donc avec une magnifique photo, un portrait. Ah, il a une tronche d'enfer. Hein. D'enfer. Et en même temps, bon, c'est toute une vie de souffrance, d'enfermement. Chaque année est inscrite dans les rides de son visage, hein, chaque année d'enfermement. Et c'est la seule photo qu'on ait de lui. Ouais, c'est la seule photo qui est de lui. Ça c'est fou aussi. Ouais. Bien cassé, mais super gueule, hein, super belle gueule. Je rappelle donc qu'il est libéré grâce à une grâce partielle du président Doumer, alors qu'il a 47 ans, donc il regagne Saint-Gilles. Hein. Donc il va gérer en Camargue, hein, Saint-Gilles c'est en Camargue. Ouais. Pendant quelques années, le journal anarchiste Terre Libre de Nîmes, mais ça ne l'aidera pas forcément à se fixer ou à s'intégrer. Je veux dire, pour lui, c'est évident que c'est trop tard. Hein. Je rappelle, 16 ans, il prend la route pour échapper à la misère de son village. Il est libéré, il a 47 ans. Hein. Alors il reprend la route. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, hein, et marche pour oublier le bagne et les cachots. Et je suis désolé, mais l'histoire se répète. Épouvantable. Hein. En 1935, il est condamné pour vagabondage à Dijon, Belfort et Montpellier. Arrêté en 1940 lors d'une rafle en Avignon, il est interné dans des camps à Sisteron puis dans l'Isère. En 1949, celui qu'on peut appeler l'incorrigible, hein, l'éternel révolté de Cayenne, arrive au bout de son chemin de croix au bord de l'océan Atlantique. Le 3 août 1949, il écrit un dernier courrier à son ami Élisée Perrier d'Almargues dans le Gard. Mon cher Élisée, je suis à bout. À Bayonne, il y a une grande et belle rivière où ce soir même, j'irai chercher le grand remède à toutes les souffrances. Voilà. Son corps sera repêché 3 jours plus tard dans l'Adour. Alors, il faut dire aussi que je reviens un petit peu en arrière, en 1941, alors qu'il est interné à Sisteron, hein, et qu'il est âgé de 56 ans, il écrit encore une lettre de protestation au chef du camp, hein, afin de se plaindre d'être puni par un gardien. Il protestait contre le piètre menu servi le jour de la fête nationale. Il avait de l'humour en plus, tu vois. Je vous cite, c'est un extrait de cette lettre, hein. Par sa bêtise et sa provocation, il m'a jeté hors de mes gonds, et c'est pour un moment. J'ai 23 ans de bagne, dont 6 ans de cachot, et cela ne m'a pas dressé. Si l'on me maintient dans ce camp, ce sera une lutte sans merci entre moi et vos agents. L'un et l'autre l'aura voulu. Respectueusement, l'interné Roussin. Voilà. Et puis pour revenir aussi un petit peu
sur sa rencontre avec Albert Londres, hein, dans Aubagne, en fait, publié en 1923. Le journaliste décrit ainsi sa rencontre avec Paul Roussinck sur l'île de Saint-Joseph, hein, où le bagnard avait été transféré à sa demande afin d'être seul dans un bâtiment disciplinaire. Là, je cite donc Albert Londres. Ces portes de cachot ont définitivement l'air de dalles verticales de tombeau. Il est si maigre qu'on dirait qu'il grelotte. Sur ses bras, dans son dos, sur ses jambes et sur sa poitrine, des marques comme des cicatrices de coups de lanière. Ce sont des coups de couteau, lui dit Paul Roussinck. De qui? De moi, pour embêter les surveillants. Ils faisaient une telle tête quand ils ouvraient le cachot et me voyaient en sang. Voilà, je précise aussi que entre 1854 et 1938, 70 000 hommes, hein, et 1000 femmes sont passés par le bagne de Cayenne qui avait été créé de sinistre mémoire par Napoléon III en 1854. Il a été officiellement fermé en 1938. Hein. On distinguait 3 types de bagnards, les transportés, qui étaient des condamnés en fait en cour d'assises aux travaux forcés, hein, les relégués délinquants récidivistes et les déportés des politiques comme le capitaine Dreyfus, hein, par exemple, au régime évidemment particulier. Et puis voilà, donc ce récit de Paul Roussinck, le récit qu'il a fait de sa vie de misère et de bagne. Et donc ce récit il a été écrit en 1942, il a été publié en 1957, ça s'appelle L'Enfer du bagne, et il a été réédité en 2009, donc vous pouvez le trouver facilement, le commander à la librairie Publico, ou même peut-être le trouver, il est possible qu'il l'ait en stock. C'est, je vous rappelle, le numéro de la librairie, c'est 01 48 05 34 08, donc L'Enfer du bagne de Paul Roussinck. Ça coûte une dizaine d'euros et c'est publié aux éditions Libertalia. Voilà, avec Paul Roussinck. Merci beaucoup Jean. Ça fait quand même, au-delà de l'immense, comment dirais-je, tristesse quand même, que cette évocation nous refile dans nos intérieurs délabrés. Je dois dire que perso, je suis assez fier d'appartenir à un mouvement qui abrite, si on peut dire ça comme ça, je crois que c'est pas vraiment le terme, mais de tels personnages, quoi, qui se revendiquent de l'anarchie. Je crois qu'en ce moment, on manque un petit peu mais peut-être tant mieux, parce que c'est pas non plus un truc qu'on doit espérer pour pouvoir devenir des espèces de martyrs comme ça de la bêtise humaine, quoi. C'est vraiment. Et donc Napoléon III, c'est lui qui a fondé le bagne, un grand démocrate, Napoléon III. Beaucoup lui cirent la mémoire en disant oui, il a fait ceci, il a fait cela. Bien sûr, Napoléon, le petit. Voilà, Paul Roussinck, ouais. 4119 jours de déportation pour un vagabond. Ouais, pour un vagabond. Il y en a pas mal en ce moment des vagabonds. Alors s'ils sont tous soumis au même régime, peut-être pas, on les envoie pas au bagne, mais en tout cas, on peut les retrouver dans les camps de rétention, et puis pour certains aussi dans les centrales comme Clairvaux, Fresnes, ou voilà. Ça n'a pas beaucoup changé. On est un pays de tradition, nous.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. On commence à roupiller dans le studio. Une très belle chanson de qui, Jean? Jacques Higelin. Ah bah oui, je n'ai pas reconnu. Une de mes préférées. Ouais. Eh bien voilà, c'est à Racaille avec Jacques Higelin, avec ce magnifique bagnard de Roussinck. Paul Roussinck. Ouais. Paul Roussinck. Pas Paul Gauguin, Paul Roussinck. Non, Gauguin, c'est pas un bagnard. C'était un jouisseur. Autre chose. Avec une émission qui va se poursuivre dans la joie de vivre. Enfin, je suis pas persuadé, mais peut-être que oui, peut-être que non. On va complètement changer de registre. Hein. Ah bon? Oui, parce que... Non, parce que là, je commence... Je sens que t'es au taquet. Oui, là. Que fait-on quand on... Et puis en revenir à nos péchés mignons, hein. Que fait-on quand on regarde une peinture? À quoi pense-t-on? Qu'imagine-t-on? Comment se dire à soi-même ce que l'on voit ou que l'on devine? Et comment l'historien d'art peut-il interpréter sérieusement ce qu'il voit un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout? T'as oublié la folie? C'est exprès? Oui. Ah, d'accord. Je te garde ça pour toi. Voilà. En si courte fiction narrative, là je vais vous lire l'extrait d'une, qui se présente en fait comme autant d'enquêtes sur des évidences du visible, de Velázquez, c'est ce qu'on verra nous, à Titien, de Bruegel à Tintoret, Daniel Arras, qui animait des émissions sur France Culture, si je me rappelle bien, propose des il est mort, il y a très peu d'années d'ailleurs, d'un cancer, je crois, propose des aventures du regard. Un seul point commun en fait entre les tableaux envisagés, la peinture y révèle sa puissance en nous éblouissant, en démontrant que nous ne voyons rien de ce qu'elle nous montre. On n'y voit rien, c'est le titre de son livre, description de tableau, le sous-titre, mais ce rien, ce n'est pas rien. Voilà, écrit donc par Daniel Arras, l'un des historiens d'art les plus brillants d'aujourd'hui. Ce livre adopte un ton vif, libre et drôle pour aborder le savoir sans fin que la peinture nous délivre à travers les siècles. Alors ce que je vais vous lire, c'est un extrait du dernier texte, L'œil du maître, qui est donc consacré à Velázquez et en particulier à son tableau des Ménines. Voilà, pour Léonard, la peinture était cosa mentale, l'exécution était plus noble encore que la seule conception mentale, parce qu'elle met en acte l'image à venir. C'est bien cela qu'a peint Velázquez dans ses Ménines, seconde mouture. La toile blanche, la table rase, c'est le revers de la toile que nous voyons et dont l'avers contient, en puissance, un tableau que nous ignorons et que conçoit seul le peintre qui nous regarde. Et le moment choisi est celui du suspens entre la fine pointe du pinceau et l'acier du regard, selon les termes de Michel Foucault, qui a consacré, ça c'est en aparté, qui a consacré aussi à Ménine un ouvrage absolument remarquable, dont je lirai peut-être un extrait un autre jour, avant que le pinceau ne mette en acte cette puissance de peinture, cette peinture en puissance qu'implique la toile. Du même coup, tu as le sentiment que l'emblème de Carduchaud, que Velázquez ne pouvait manquer de connaître, ajoutes-tu selon les habitudes historiennes, donne la clé historique de l'effet anachronique de sens irrésistiblement suscité par les secondes Ménines. En s'introduisant le pinceau à la main, Velázquez produit aussi, je rappelle, je pense pas qu'il y ait de souci, je rappelle qu'il s'est représenté, peignant le tableau dans le tableau. Velázquez produit aussi cette petite fiction narrative qui t'a déjà occupé, mais du même coup, il transforme radicalement la fonction du miroir présent dans la première mouture du tableau. Ce n'est plus l'instrument de l'aura marquant le mystère, d'une présence quasi divine, il provoque seulement l'énigme d'une peu probable présence. Pourtant, sa brillance auratique ne s'est pas effacée et d'après toi, sa première fonction continue de hanter le tableau de la famille.
C'est cette rémanence qui enclenche l'effet anachronique de sens qu'a dégagé et formulé Foucault le premier. Car la puissance de la mise en acte d'un possible glisse du roi, figure ici-bas du divin, au peintre qui représente le roi. Celui-ci est prêt à devenir cet objet transcendantal kantien sur lequel tu as tout à l'heure buté. Plus tard, un autre souvenir t'est revenu. En 1435, le fondateur de la théorie classique de la peinture, ce bon vieil Alberti auquel Moffit pense que les Ménines rendent en passant hommage, avait, sans penser à mal, affirmé que le peintre n'a affaire qu'avec ce qui se voit. Or, de ce point de vue et à bien y réfléchir, dans ce tableau, Velázquez s'est comporté en véritable apprenti sorcier de la peinture. Il a construit sa représentation sur un objet, le roi et la reine, qui, tout en étant à l'origine de la représentation, n'y est pas donné visiblement, sinon sous la forme du reflet, d'une présence aussi insaisissable qu'originelle. Tu comprends mieux maintenant comment Luca Giordano a pu qualifier le tableau de la famille de théologie de la peinture. Il aurait pu dire qu'il en manifestait la métaphysique. Le tableau de la famille devenu les Ménines démontre que le peintre n'a pas besoin d'être un intellectuel pour penser. Tout se passe comme si là, c'était le tableau qui traduisait visuellement du sens, indépendamment et au-delà des idées que le peintre et son commanditaire pouvaient s'en faire, et longtemps après leur disparition. C'est sans doute, ça aussi, un chef-d'œuvre. Voilà, je reconnais que le texte est pas facile, hein. Non. Non, il n'est pas facile, mais comme on le répète à chaque émission, vous pouvez le retrouver sur le blog. Absolument. Et là, à tête reposée, en le relisant une douzaine de fois et en vous aidant d'une encyclopédie et de Littré et du grand Robert, vous pouvez peut-être y arriver. C'est un petit bouquin qui est publié chez Folio Essai, donc en poche, hein, donc il coûte pas très très cher. Daniel Arras, on n'y voit rien, hein, description. Donc c'est chez Gallimard. Je vais rappeler à nouveau le numéro de téléphone de la librairie Publico, auprès de laquelle vous pouvez vous fournir ce livre, 01 48 05 34 08. C'est rue Amelot, hein, dans le 11e arrondissement de Paris. Métro Robert Kampf ou fille du Calvaire. On sent l'habitué. Hein. Et alors ce bouquin, il y a en fait 6 descriptions, je vous en lirai peut-être une autre tout à l'heure, ou une partie d'autre tout à l'heure si j'ai encore un petit peu de temps. Il y a le premier tableau, c'est Mars et Vénus surpris par Vulcain du Tintoret. Le regard de l'escargot, ça c'est l'Annonciation de Cossa, un peintre de la Renaissance, hein. Il y a aussi Un œil noir, c'est consacré à l'adoration des mages de Bruegel. La toison de Madeleine, ça je préfère ne pas vous dire de quoi il s'agit. Et puis, en dehors donc de l'œil du maître, les Ménines de Velázquez, c'est La femme dans le coffre, qui est consacré à la Vénus d'Urbain du Titien. Voilà. Moi je pourrais ajouter, si vous me le permettez, une bêtise supplémentaire de ma part, ça ne va pas vous choquer, que ouais, je ne pense rien quand je regarde un tableau, je pense à rien du tout. Je ressens des choses, mais j'arrive pas, je les mets pas en formule, en mots, en machin. Tu vois, c'est par exemple, j'adore aller à Orsay pour regarder quelques coraux et puis aussi les millets. Et quand je suis devant l'Angélus ou les glaneuses, là, je suis comme une potiche devant, je me sens bien, je suis heureux de vivre. Potiche. Mais je veux dire, je me fais pas des discours intérieurs sur ceci, cela, même pas technique. Je trouve que c'est éblouissant de technique, parce que c'est quand même quelque chose de, enfin, c'est cette espèce de brume, presque pas visible, mais puis, il y a des choses étonnantes comme ça, mais non, je ressens. Ben, si tu veux, moi, ce qu'on peut reprocher à Daniel Arras, parce que c'est pas le premier livre de lui que je lis, hein, c'est quelquefois sont quand même des élucubrations, tu vois. Mais ce que je trouve, c'est que
on peut se renseigner sur ces élucubrations en lisant ces livres, et que moi, ça ne m'a jamais gêné dans ma propre lecture ou vision des tableaux sur lesquels il bâtissait des théories parfois un petit peu à la limite du fumeux, quoi, tu vois, mais je trouve qu'on peut savoir des choses sur la construction de la peinture, parce qu'il y avait là, il fait référence à des choses qu'il a. C'est pas seulement lui qui les voit, il y a manifestement une volonté du peintre derrière. La peinture aujourd'hui n'est pas construite comme elle l'était, mais si tu veux, il y avait dans la peinture notamment de la Renaissance, puisque lui, il a un peu le même péché mignon que moi, c'est la Renaissance. Et il y a pas de hasard, hein, si tu veux. Chaque élément représenté est là a un sens en fait. Et sa symbolique est forte. Par exemple, je trouve que c'est intéressant quand il nous révèle que la plupart du temps, dans les annonciations, et ça c'est un code, si tu veux, que tu peux pas forcément trouver toi-même en regardant les tableaux. Dans la plupart des annonciations, des tableaux qui représentent l'annonciation, il y en a un certain nombre, surtout à la Renaissance, il y a des colonnes. Et généralement, enfin il y en a beaucoup comme ça, où l'ange est à genoux, il fait donc vis-à-vis de Marie, et il y a une colonne qui se trouve sur le chemin entre l'ange et la Vierge. Bon. Et l'œil peut s'amuser à chaque fois à tracer une ligne qui va directement de l'ange à la Vierge, et il y a toujours ou très souvent une colonne qui se trouve sur le chemin. Et donc l'ange fait l'annonciation à Marie alors qu'il ne peut pas la voir. Et en fait, ça signifie très précisément, la colonne n'est jamais là par hasard, elle est là justement pour signifier que l'ange est un dieu et qu'il voit à travers la matière. Voilà, et que la colonne, la colonne est là pour dire, elle dit simplement, l'ange est un dieu et il voit à travers la colonne. La colonne ne le gêne pas, en fait. Elle ne perturbe pas son regard. Tu vois, c'est très signifiant. Et c'est plein de choses comme ça, et je trouve que c'est bien de savoir ça, que ça ne gêne pas une lecture personnelle ensuite du tableau. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il n'y a pas dans les coraux ou dans les milles. Voilà, exactement. Ouais. Après, là, c'est la peinture de sensibilité. Mais dans toute cette époque-là de la peinture, il y a des codes très précis, et à chaque fois, il y a un sens... c'est un sens précis, je trouve qu'il est bon de connaître, quoi. Hein? Oui, j'avais, je sais pas si je veux dire encore non, c'est pas une contrepétrie, rassurez-vous, ou le regrettez-vous, peut-être, le regretteriez-vous peut-être, le regretterez-vous peut-être, mais dans les vierges à l'enfant, il y a souvent un lapin. Non mais sérieux, oui. Tu peux regarder, il y a souvent un lapin, et je voulais te demander pourquoi il y avait un lapin. Eh ben, peut-être la semaine prochaine, je vais noter ça, parce que là, pour l'instant... Moi, je me suis dit, c'est parce que les lapins sont très féconds, enfin, surtout les lapines. Oui, ça doit être ça. Quoique les lapins aussi tapent beaucoup de la patte avant de sauter sur les lapines. Non, mais il y a des choses comme ça, oui, effectivement. C'est Joseph, le lapin. Ah, d'accord. Je pense que oui. C'était un lapin, Joseph. Non, mais... Non, je vais me renseigner, j'avoue que je n'en sais rien. Non, mais moi j'ai été surpris quand j'ai appris cette... Enfin, il y avait des lapins dans les vierges à l'enfant, et je me souviens plus du tout de la signification, mais il y a une signification aussi. Ben là, il est question, si tu veux, dans un de ces textes, je sais pas si c'est celui que je lirai si j'ai un petit peu de temps, sur le regard de l'escargot, en fait, dans une des annonciations. De Cossa ? Oui. Ah, je connaissais pas du tout ce peintre. Ouais. Et en fait, il y a un escargot au premier plan, qui est d'ailleurs tout à fait démesuré, mais c'est parce qu'ils utilisaient la perspective, si tu veux. Cossa, c'est le début de la Renaissance. Ils maîtrisaient pas encore la perspective au point d'être efficace, donc ils avaient recours à des artifices comme ça. On mettait un escargot assez grand, et ça donnait une idée de profondeur. Tu vois. Bon. Après, l'escargot lui-même peut signifier autre chose, mais en tout cas, il est principalement là pour ça, c'est pour créer de la profondeur. D'accord. Les personnages étant plus petits que l'escargot derrière, il y a forcément un champ énorme qui se crée, quoi. Ah bon, c'est assez amusant. Non, mais moi-même, je pratique l'escargot.
Non, sérieusement. Ah non, mais Jean, écoute. Je vais te le montrer, le petit gris, là, qui est représenté dans l'annonciation de Cosa. T'en mets un seul dans ton assiette avec un peu de beurre au persil. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi, j'adore. Tu fais un gueuleton avec, hein. J'adore, quand je fais des représentations imagées, j'adore mettre des escargots. Au moins, j'aime bien les escargots. Bon, celui-là, il a à peu près la taille de la tête de la Vierge, donc, bon. Moi, j'ai fait un arche de Noé, l'escargot, il a la taille d'un veau. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, une voix, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Il s'est encore emmêlé avec son casque et les lunettes et tout. Bref, bien, on va recommencer le cours magistral avec, dans la chaire prestigieuse de ces studios de Radio Libertaire, le docteur S.R. Jean, qui se perd. Il a pas encore un tas de bouquins devant lui, mais enfin, ça commence à prendre des proportions un peu inquiétantes. Et justement, je profite de ce que t'es complètement empêtré entre tes lunettes, ta barbe, ton micro, et ton casque, pour te demander de nous faire maintenant, c'est le meilleur moment, je pense, la minute, non, c'est pas la minute, d'ailleurs, c'est la rubrique sociale du rabbin, ou la rubrique vitale du rabbin social. Excusez-nous, il descend tout juste de sa montagne. Ouais, je descends tout juste de ma montagne. Comme je l'ai dit, il a laissé une partie de son encéphale là-haut. Et il y a 2 mois, on en était au droit à la conservation des allocations sociales, dans l'organisation de l'installation de l'artiste. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous lises le congé pour création d'entreprise, et peut-être que tu auras le temps aussi d'aborder les aides à la création artistique, notamment. Oui, non, mon genre. Mais peut-être que tu devrais carrément lâcher le casque, non? Oui, non, Bien, nous allons donc. Alors, vous êtes bien assis, un petit café à porter ou un thé ou un chocolat pour le congé pour création d'entreprise. Bon, ça tombe bien, c'est la fin des vacances. Il n'est nul besoin de tout quitter pour créer son entreprise. Donc, pas question de quitter son épouse, ses enfants. Vous restez à la maison et vous créez votre entreprise. Fut-elle artistique, ajoute la jeune femme qui a écrit ce guide juridique et fiscal de l'artiste. Ce en quoi, évidemment, Robert s'inscrit en faux, et on ne peut pas à la fois être entrepreneur et artiste. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, là, non, vraiment. Et juridiquement, si.
Oui, juridiquement. Si d'ailleurs, moi, je suis sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Je rappelle que pour l'administration, on peut être à la fois randonneur et bagnard. Voilà, c'est ça. Si vous êtes salarié depuis plus de 24 mois, pas 24 heures, 24 mois, vous pouvez profiter d'un congé d'une année. Tout ça, oh bah dis donc. Il s'agit d'un congé il s'agit d'un congé non rémunéré. Ne rêvez pas. Renouvelable une fois, soit 2 années consacrées à votre projet. Mais 2 années, vous vous débrouillez pour trouver de l'argent ailleurs. À ce terme, si vous le désirez, si les choses ne se sont pas réalisées comme vous le souhaitiez, vous réintégrez votre entreprise à des conditions de poste et de rémunération équivalentes. Ça, alors là, c'est à la discrétion de votre esclavagiste. En revanche, si votre affaire prospère, une affaire artistique qui prospère, on ricane, vous n'aurez qu'à avertir votre employeur de votre intention de ne pas reprendre votre travail par lettre recommandée 2 mois avant le terme de votre congé. Il n'a pas le droit de s'opposer à votre décision. Là encore, c'est dans les rêves. En contrepartie, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnité, ça c'est pas un rêve, c'est la réalité, aucune indemnité de départ. Et pour cause, c'est vous qui partez. Là, c'est un placard imparable, je veux dire. Ça c'est, je me demande si c'est pas la palisse qui est avec Facebook. Pour bénéficier du congé à la création d'entreprise, vous devez en faire la demande à votre employeur. Oui, on voit mal faire une demande à votre épicier pour quitter votre entreprise. Par lettre recommandée 2 mois au moins avant la date choisie pour votre départ en congé. Mais tout ça est très précis. C'est vraiment, il y a des mois pour faire ci, des mois pour faire ça. C'est comme dans l'agriculture. Il y a les mois en R, les mois, etc. quoi. Vous lui précisez la durée du congé envisagé, ainsi que l'activité que vous prévoyez de créer. Donc il faut quand même que vous ayez un petit peu dans la tête déjà le projet bien avancé. Votre employeur peut alors soit accepter, soit différer, soit refuser votre demande. Mais il a tous les droits, ce mec. Quelle que soit sa réponse, il doit vous en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de votre demande. Oh, c'est une précision, c'est vraiment implacable cette histoire. Le défaut de réponse vaut son accord. Donc si vous répond pas, c'est pas parce qu'il sait pas écrire. Vous inquiétez pas, s'il vous répond pas, c'est comme si vous avez répondu. Ça veut dire qu'il est d'accord. Mais le report est le droit, le report est de droit pour l'employeur. C'est-à-dire qu'il peut différer votre congé dans la limite de 6 mois à compter de votre demande. La loi autorise à limiter le nombre des congés pour création d'entreprise ou sabbatique à un quota de 2% de l'effectif de l'entreprise ou du nombre de jours travaillés selon que l'entreprise compte plus ou moins 200 salariés. Donc si vous êtes dans une petite boîte où vous êtes une dizaine, il n'y a pas de souci. Si vous travaillez dans une entreprise comprenant moins de 200 salariés, votre employeur a aussi la possibilité de s'opposer à votre départ en congé, invoquant d'éventuelles conséquences préjudiciables pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est encore la loi, encore au temps des seigneurs féodaux. C'est lui qui décide. Vous proposez timidement et lui, il répond non. Alors, si vous profitez d'un congé sabbatique, on parle du congé sabbatique? Non. Les artistes prennent pas de congé sabbatique. Absolument pas. Absolument pas. T'as déjà vu ça, toi? Non, jamais. Non. Ils prennent des vacances, mais pas de congé sabbatique. Alors, les aides à la création d'entreprise, puisque Jean, qui est mon mentor, mon coach, en quelque sorte, m'a gentiment suggéré de poursuivre la lecture de cet ouvrage vraiment fondamental. Ah oui. Les aides à la création artistique. Vous avez juste commencé votre activité artistique. Les aides à la création artistique peuvent vous être accordées en votre qualité d'artiste. Moi, je prends en qualité de boucher, évidemment. L'aide individuelle, ça semble, c'est un peu comme le permis, quand je passais mon permis de conduire, c'est un peu les mêmes, le code, c'est un peu ça. Il s'agit, je rappelle pour ceux de nos éditeurs qui seraient
les auditeurs récents qu'il s'agit d'un guide juridique et fiscal de l'artiste. Voilà. Ouais, donc les artistes sont tellement... Que Robert ne cesse de moquer depuis qu'il en lit des extraits. Mais les artistes sont tellement idiots qu'il faut vraiment leur mettre les points sur les i, quoi. Que l'aide individuelle à la création et l'allocation de recherche ont vocation à vous permettre de travailler sur un projet artistique particulier en France ou à l'étranger. Ah, là, dis-donc, là, c'est l'aventure, hein, parce que là, vraiment, on vous permet de sortir des frontières pour aller dépenser, gaspiller l'argent des subventions ailleurs. C'est bien. C'est à cause de l'Europe. Je repars sur Daniel Arras. Hein, il a bien précisé tout à l'heure, il précisait bien dans le texte qu'un peintre n'avait pas besoin d'être un intellectuel pour penser. Tu vois. Il peut même être un sombre crétin. Mais c'est pas la peine de me regarder comme ça, s'il te plaît. Sois un peu plus discret. L'aide individuelle à la création, on s'arrête pas là. Il y a les aides, alors il y en a 12 pages, hein, je vous préviens, il faut vous accrocher. L'aide individuelle à la création vous permet de vous installer en tant qu'artiste. Mais évidemment, là, encore une fois, c'est vraiment nous prendre pour des demeurés. Elle est destinée à aider à mener à bien un projet ou une réalisation dans les domaines des arts plastiques ou photographiques. Ouais, pour moi, la photo, c'est pas de l'art, mais enfin bon. Là, je vais encore chez un copain photographe qui m'écoute, il va être content. Vous pouvez donc la solliciter si vous envisagez de réaliser une peinture, une sculpture ou une installation particulière, à condition que le lieu de réalisation soit localisé en France. Ah bah alors là, non, alors là. Mais il ne doit s'agir ni d'une exposition, ni de l'édition d'un ouvrage. Alors je comprends pas, parce que il disait qu'on pouvait travailler sur un projet artistique particulier en France ou à l'étranger. Et là, ils nous disent qu'on peut le faire, mais en France seulement. Bon. C'est les contradictions des gens qui font la loi, quoi. Qui font ces choses-là. Ils en ont quelques-unes. Quelques-unes, oui. Des failles, on va dire. Des failles, oui. Plus que des contradictions. Oui, des failles, c'est ça. Oh, c'est encore... Oui, les failles, c'est plus précis. Ça les plante encore plus. Vous ne pouvez vous porter candidat que si vous êtes artiste en activité et non pas étudiant en cours de scolarité. Bon, on imagine. Vous devez aussi impérativement être de nationalité française ou résider en France. Alors, les Roms... tous ces caracs, là, pas question, hein. Vous retournez chez vous, accompagné de préférence par des policiers. Le montant de la subvention attribuée varie en fonction de la nature du projet présenté et des dépenses envisagées. La demande, qui ne peut dépasser la somme de 7 600 €, est à adresser à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles de votre région de résidence, à l'attention particulière du conseiller pour les arts plastiques. Alors là, je me permets, Jean, si tu veux bien, un tout petit aparté, en vous disant que le conseiller de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de votre résidence, qui a un conseiller pour les arts plastiques, alors là, écoutez, à mon avis, il vaut mieux éviter. Parce que... Tu en as fréquenté quelques-uns? Ah oui. Et je dois vous dire que c'est Magouille et compagnie, qui en général le délégué aux arts plastiques, qui passe ses journées ailleurs qu'à la DRAC. Quand vous essayez de l'intercepter, c'est vraiment un miracle si vous y arrivez. Et quand vous y arrivez, en général, c'est pour vous entendre répondre qu'il faut d'abord remplir telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Quand vous avez rempli toutes les pièces, ça passe en commission. Et j'ai assisté aussi à une commission. Et la commission, eh ben, il y a des gens de la commission qui ont des copains à eux qui ont besoin justement d'une subvention et ils passent avant vous. Non. Et donc, c'est mission impossible pour ceux qui n'ont pas de relation dans les commissions de la DRAC. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est sérieux. Et les 7 600 € parce qu'à l'UMP, et on peut donner un donateur privé, mais pas plus de 7 500 €. C'est bien, c'est 100 € de plus. Bon, elle doit être accompagnée, cette demande, du projet et une note de motivation. Mais vous pouvez avoir toutes les notes de motivation que vous voulez. Si vous n'avez pas un pote dans la place, vous pouvez toujours repasser. Elle doit être accompagnée d'une documentation artistique sur votre travail, si possible sans tache de frites, de graisse de frites, parce que j'ai déjà vu ça aussi. Il y a des gens qui font des dossiers, mais alors super impeccables, ils sont tous... On dirait qu'ils ont repassé chaque feuille avec le fer à vapeur, puis il y en a d'autres, on croirait qu'ils les ont mis dans la friteuse. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à la fin mars
de chaque année. Voilà. Alors après il y a l'allocation de recherche, installer son atelier, le choix de l'atelier, c'est pour une autre fois. Ouais, t'as plus de salive là, non? Non, mais c'est surtout que j'ai encore beaucoup de lazzi et de colibets, de commentaires. Non, parce que là, quand on va arriver à l'installation de l'atelier et au choix de l'atelier, là on va rire jaune. Parce que c'est la même chose que pour les allocations de la DRAC. Il faut avoir des bons copains bien placés dans les mairies ou à la DRAC ou au ministère de la Culture pour pouvoir y accéder. Très bien. Voilà. Donc merci, la suite la semaine prochaine et toutes les semaines suivantes, parce qu'on en est qu'au tout début. Ouais, au tout début. Donc cramponnez-vous. Mais j'espère qu'à la fin, il y en a qui sont encore restés lucides parce que malgré toutes les connaissances que vous pourrez acquérir sur la fiscalité des artistes, je crois pas que ça vous enrichira. Bon, en tout cas, on n'a pas exactement le même avis là-dessus. Mais non, mais Jean est plus raisonnable que moi. Jean, c'est pas un espèce de stupide rêveur comme moi. Il est raisonnable. Je rappelle que toutes les infos, si on peut appeler ça comme ça, une fois délivrées par Robert, qu'on vous donne, sont issus du guide juridique et fiscal de l'artiste, un livre de l'excellente Véronique Chambaud, qui n'a absolument pas peur de se répéter s'il n'y a pas un truc d'une page à l'autre. Et Jean. S'installer et choisir son statut, surtout promouvoir et protéger son œuvre. Voilà, c'est publié chez Duno, ça coûte une 20aine d'euros et... Mais je l'ai acheté en plus. Il l'a acheté. Il a disparu sous les monceaux de toile et tout. Ouais, non, mais parce que je veux dire, quand on lit des ouvrages comme ça, on a l'impression que tout ce qui est écrit dedans, c'est vrai que ça existe, c'est dans la loi, c'est ceci, c'est cela, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans la réalité, pour la plupart des artistes, c'est pas du tout possible enfin, rien de ce qui est écrit là-dedans, de mon point de vue, évidemment, c'est peut-être parce que je suis pas très respectueux des lois, mais tout ce qui est écrit là-dedans n'est pas exploitable par un artiste. Une grande majorité de Français tire parti de la législation, tu vois, en matière, surtout sur le plan fiscal. Je vois pas pourquoi les artistes, même si nous on tiendra aucun compte en fait de tout ça, s'il y a des artistes qui se sentent de rejoindre cette majorité de Français qui savent tirer parti de la législation. Je voudrais pas que les gens qui écoutent qui écoutent cette émission et qui écoutent cette partie de l'émission où c'est vrai, j'ai l'air de rigoler de tout ça parce que je rigole depuis très longtemps de tout ça, donc c'est difficile je suis dans une espèce de... On ne promeut pas l'évasion fiscale, Non, mais voilà, il y a plein de choses, très belles dans les textes, mais dans la vie courante, on se demande à qui elles sont appliquées, quoi. Ouais, c'est fini. Je t'en raconterai d'autres, tiens. D'accord. Si tu savais. Ouais. Si tu savais, mon Robert. Moi j'ai eu peur que tu m'appelles Elvis.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Non, c'est le Jean qui Il est toujours emmêlé dans son casque, mais c'est incroyable. Sans Dieu, sans mètres, sans publicité. Oui, non, mais oui, sans Dieu, sans mètres, sans publicité. Je vois pas qui ça peut gêner. C'est la seule radio du monde, sans Dieu, sans mètres, sans publicité. On est libre à Racaille. Avec Maïté dans la régie, Jean à l'instruction publique, c'est notre hussard noir de la République, toujours aussi bien dans ses bottes. Enfin, dans ses bottes. Non, il n'a pas de bottes. Non, il a des chaussures. Non, j'ai emprunté les mocassins d'Eddie Barclay. Eddie Barclay, qui va descendre de la montagne. Qui va poursuivre Comme le bourrage de crâne. Mais un bourrage de crâne qui fait du bien. Allez, un petit extrait encore de Daniel Arras, La toison de Madeleine, justement. La toison de Madeleine. Oui. C'est de quelle toison dont il s'agit? Écoute. Donc, ça ne sert à rien de dire que Madeleine était une fausse blonde. De toute façon, ce sont ses cheveux qui comptent. Personne n'a jamais vu sa toison et personne ne la verra jamais. Pas même lui, avec un L majuscule. Et justement, c'est toute la question. Ils vont encore dire que je suis fou, mais moi je suis sûr que si elle a les cheveux aussi longs, c'est pour détourner l'attention. Si elle les montre, si elle les étale, les dénoue, les exhibe, c'est pour mieux cacher ses poils, pour les faire oublier. Je sais bien que des chevelus, il y en a d'autres. Prenez Agnès par exemple, et ses cheveux qui ont poussé d'un seul coup, quand on l'a obligée à sortir toute nue au milieu du cirque et qu'on n'y a rien vu du tout parce que clac, tignasse jusqu'aux pieds, derrière, devant et sur les côtés. Mais d'abord, Agnès, on ne la voit pratiquement jamais en cheveux. En général, elle a son agneau, c'est lui qui a la toison, une bien belle toison, bien blanche et bien bouclée. Madeleine, elle, c'est à ses cheveux qu'on la reconnaît. D'accord, il y a aussi Marie qui a beaucoup de cheveux, pas l'autre, la grande, l'immaculée. Non, je parle de Marie l'Égyptienne. Mais justement, celle-là, c'est un clone. Elle aussi, une pute convertie qui renonce à baiser et, pour être plus sûr, s'en va dans le désert. À croire que la première ne leur suffisait pas. De toute façon, l'Égyptienne, elle est toujours vieille. Enfin, presque toujours. Et elle ne risque pas de vous réduire sale avec ses 3 quignons de pain. De vous séduire, sale avec ses 3 quignons de pain. Et puis, il paraît que c'était une petite noiraude. Madeleine, c'est différent. Sauf quand elle est devenue vieille et sale comme l'Égyptienne, quand elle est partie à son tour dans le désert. Madeleine, elle est belle. Beau sein, beau bras, belle cuisse. Et ses cheveux, toujours propres, brillants, voluptueux. Bien sûr, eux, ils ont résolu la question. Pourquoi se casser la tête? Elle a des cheveux, un vase de pommade parfumée, des bijoux qu'elle passe son temps à enlever, quelquefois un miroir ou une tête de mort, ou les deux à la fois. Bref, ce sont ses attributs. Mais moi, comme dit l'autre, j'ai des doutes. Parce que franchement, ses cheveux, ce n'est pas un attribut comme un autre. Ou alors, il faudrait dire qu'ils sont ses attributs. Vous voyez ce que je veux dire? Ses attributs. Comme les hommes ont les leurs, virils. Ses cheveux, ce seraient ses attributs féminins. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'équivalent à viril pour les femmes. Vous avez remarqué ça, Robert? Non. Non, j'ai remarqué jamais rien. Féminin, c'est comme masculin. Et femelle, c'est comme mâle. Mais pour viril, rien. Vous ne me direz pas que c'est par hasard. C'est le pont des arts. Je n'insiste pas, mais je n'en pense pas moins. C'est pour ça que j'ai dit que c'était ses attributs féminins. Mais du coup, ils sont un peu particuliers comme attributs parce qu'en général, aux femmes, leurs attributs féminins, quand on les voit, c'est qu'elles ne les ont plus. Vous ne voyez pas ce que je veux dire? C'est pourtant simple. Les seins d'Agathe, les yeux de Lucie, et même les dents d'Apollonie, on les leur a arrachés pour leur apprendre à vivre. Et merci mon Dieu, grâce à ça, elles ont eu la vie éternelle. Bingo! Mais les cheveux de Madeleine, personne ne les lui coupe. Ça, c'est Samson et c'est Dalila qui lui coupent, aucun rapport. Du coup, comme je disais, ses cheveux ne sont pas un attribut comme les autres. En fait, ses cheveux sont son attribut féminin. Ils sont son image de femme, la manifestation de son corps femelle, tellement exubérante qu'elle nous empêche de rien voir. La femme,
ce corps qu'on ne saurait voir, disait Tartuffe. D'accord? Là, je crois que tout le monde est d'accord. Voilà, je rappelle, Daniel Arras, On n'y voit rien, description, publié chez Folio Essai. Vous trouvez ça pour, j'imagine, moins d'une dizaine d'euros, peut-être 7 ou 8 euros, et vous pouvez le commander chez Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. Oui. On peut l'appeler comme ça. Ah bah oui. C'est une œuvre de la Fédération. 145 rue Amelot. Dans le 11e arrondissement, vous pouvez les appeler au 01 48 05 34 08. Et les deux permanents qui sont là alternativement sont charmants. Des jeunes gens dynamiques, des encyclopédies vivantes qui vous accueilleront. Ils vous embrasseront pas forcément sur les deux joues, mais le cœur y sera. Et moi, ce qui me gêne dans attribut féminin, c'est ce mot attribut. Ça fait vraiment curieux. Attribut féminin. Autrement, attribut masculin, on peut imaginer, mais attribut féminin, berk. C'est caca, je trouve. Je suis pas complètement en désaccord avec toi sur ce coup-là. Ouais. Là, il y a quelque chose d'un peu, quand même, c'est pas très bien. Ceci dit, je ne retouche jamais les textes dont je lis les extraits. Ouais. Non, surtout que honnêtement, j'aurais pas su par quoi le remplacer. Le mot attribut. Ah ouais, on va y réfléchir. J'étais bien embêté, on y réfléchit. Mais réfléchit. nous allons y réfléchir. Et on vous refait la toison de Madeleine la semaine prochaine avec l'attribut remplacé en moins. Les attributs en moins. Les attributs en moins. Je sais pas ce qui va rester parce que j'ai eu le sentiment de l'avoir répété un certain nombre de fois. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as... Ah oui, je fais, comme on a quelques minutes, deux annonces traditionnelles dans cette émission. La radio, votre chère radio, celle où on peut s'exprimer en toute liberté, enfin encore, si ça durera, on n'en sait rien, a besoin de thunes, toujours de plus de thunes, pour entretenir le matériel du studio où notre technicienne préférée fait son petit travail tous les mardis. Alors pour ça, vous avez la carte de Radio Libertaire que vous pouvez trouver à la République. Je vais vous passer le numéro de téléphone là parce que ça commence à faire bien beaucoup. Pour 20 €. 20 €, qu'est-ce que c'est maintenant? Ceux qui n'ont pas 20 €, bien sûr, qui ne culpabilisent pas. Et puis vous avez aussi une souscription. Vous pouvez retirer le formulaire toujours dans cette chère librairie. Et là, la souscription, c'est sans limite. Vous pouvez y engloutir votre héritage. Ça posera pas de problème. Et puis, nous avons aussi une publication, une œuvre de la Fédération anarchiste, Monde Libertaire, qui paraît une fois par semaine, un super magazine en quadrichromie. Ça veut rien dire pour la plupart. Abondamment illustré. Et talentueusement illustré. Un peu limite pipi caca. C'est la jeunesse c'est la jeunesse des illustrateurs. Ouais, ils sont très jeunes, ils ont envie de s'exprimer. Voilà. Enfin bon, avec des textes superbes d'actualité, des textes sur l'histoire de l'anarchie, des textes sur les luttes syndicales en Amérique latine aussi. Non, il y a vraiment pour toutes les curiosités et ça paraît donc une fois par semaine. Vous pouvez aussi vous y abonner, vous le trouvez dans quelques kiosques d'élite de la capitale. Et recommandation mais il faut être courageux pour ça. Il faut parce que vous avez eu l'exemple de Paul Tourinck, vous voyez, de chourer. Mais vous pouvez chourer si vous n'avez pas la thune, quoi. Voilà. C'est de la reprise individuelle. Ça fait partie de la panoplie de lutte des anarchistes. Pourquoi Marius Alexandre Jacob a purgé aussi pas mal d'années de bagne? Parce que lui, il vidait les châteaux et les églises pour redistribuer tout ça aux pauvres. Mais faites pas les cons, hein, vous le chouerez pas à la République. Non, parce que là, non. Il y a des limites, quoi. Oui, parce que il y a quand même des limites. Parce que Max et Laurent, après, il faut qu'ils rendent des comptes. Tout anarchiste qu'il soit. C'est absolument une petite entreprise. Voilà.
Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec la reprise des rubriques habituelles, la minute de militance de Raymond Lascience, et puis c'est les textes de Jean sur l'histoire de l'art, et puis mes petits bruits sur le reste. Merci Maïté. Salut à tous. Salut.